Mesdames, Messieurs, donc je vous présente mes plus plates excuses pour une panne d'imprimante ce matin, ce qui fait que je vais devoir d'ailleurs faire mon exposé en me servant de cette machine, ce que je n'ai jamais fait, un iPad, puisque j'ai eu l'idée de mettre sur l'iPad mon texte, et nous allons commencer un petit peu en retard, donc je vous prie de m'excuser. Donc cette question, de ce séminaire autour du baroque m'intéressait au premier chef, et d'autant que le mot baroque pose un certain nombre de problèmes en histoire de l'art. C'est en y réfléchissant à nouveau, grâce à Carlo Ossola, que je remercie beaucoup de cette invitation. Je suis venu aussi écouter, j'ai eu la chance d'écouter l'autre jour mon ami Françoise Gradiani. J'ai appelé aussi Marc Fumaroli. Ah non, je ne sais pas. Ça, c'est quoi, c'est... Est-ce qu'il faut que ça soit abattage, j'ai gardé la main. Ça sera aussi bien. Oui, non. Donc je vais parler avec ce micro près de la bouche. Je vais y arriver. Et donc, je répétais que j'avais eu le plaisir d'entendre il y a 2 semaines Françoise Gradiani, que je m'étais informée aussi auprès de Marc Fumaroli de ce qu'il avait dit sur cette question du baroque. Je connaissais sa position, mais c'était intéressant de savoir s'il en avait changé ou non, puisque je n'avais pas assisté à cet exposé. Et j'ai enfin demandé à Carlo Ossola si cette question aussi avait été abordée pour l'histoire de l'art. Effectivement, donc le problème qui se pose en histoire de l'art, c'est que c'est une notion qui est extrêmement confuse, dans la mesure où, en France et en Allemagne, nous n'avons pas du tout la même définition du baroque. Wölfflin a une définition d'un baroque extensif, et la France a toujours opposé baroque et classicisme. Un peu Perrault et Bernat, Poussin et Rubens. C'est d'ailleurs la semaine prochaine, c'est un exposé de Pierre Rosenberg sur Poussin que vous allez avoir, ce qui donnera effectivement deux faces complètement différentes à cette question. Donc finalement, pour conclure ce rapide questionnement sur le baroque, je crois que le problème qui se pose en histoire de l'art, si on veut résumer les choses, c'est un problème stylistique simplement. Qu'il y ait un homme baroque au XVIIe siècle dans toute l'Europe, ça je pense que c'est vrai, et en littérature cela fonctionne très bien. Je repensais, j'ai relu quelques passages d'ailleurs de l'anthologie baroque de Rousset qui m'avait enchanté quand j'étais étudiante et qui reste toujours un moment d'enchantement, et on se rend bien compte qu'il y a effectivement un homme baroque qui existe. Bon. Mais stylistiquement, les choses sont différentes. Alors ça va contre ce que dit Buffon. Buffon prétendait que le style, c'est l'homme même, sauf qu'effectivement, il y a des différences de style qui sont extrêmement importantes. Un des éléments d'explication que je voudrais peut-être donner, en me référant d'ailleurs à un très vieil article de Jacques Tullier, un article des années 60 dont j'ai oublié de relever les références, là, Jacques Tullier, effectivement, montrait combien ces notions étaient périlleuses dans cet article, parce qu'au XVIIe siècle, d'abord on ne se pense pas baroque ou classique, puisque ça n'existe pas, les mots n'existent pas, ne sont pas employés dans ce sens-là, on ne se pense pas en termes d'école. Et ce qui est important au XVIIe siècle, c'est la notion d'imitation de la nature. Et quand on imite les anciens, on imite aussi la nature, puisque les anciens ont eux-mêmes imité la belle nature. C'est un grand paradoxe. Le modèle antique n'est pas un modèle, un artefact, en fin de compte. C'est une façon pour les artistes de rencontrer la belle nature qui a disparu, justement, Rubens, dans le cours de peinture Rubens a écrit un texte sur l'imitation des statues que Roger de Pile a conservé et a publié dans son traité sur son traité sur la peinture, le cours de peinture par principe, et Rubens explique très savamment, il est très bien d'imiter les statues parce que, justement, les anciens étaient plus beaux que les modernes, parce qu'ils allaient à la palestre tous les jours, ils font du sport, ils sont beaux, ils sont musclés, et donc les statues antiques se rapprochent de la beauté idéale qui est la quête de tous les artistes. Inversement, dit-il, parce que c'est un peintre, il est très dangereux de conseiller aux jeunes gens d'imiter les statues antiques, parce que les statues sont en pierre, elles ne respirent pas la vie,
et donc les ombres. Il y a toute une étude très très bien faite de la part de Rubens sur cette question de l'imitation des statues. Mais là, le texte m'intéressait puisque, effectivement, il s'agit d'imiter la nature à travers les anciens. C'est un point qui est fondamental. Alors, cette imitation de la nature anime aussi bien les artistes que nous qualifions de baroques ou les artistes que nous qualifions de classiques. C'est aussi bien Rubens que Poussin ont ce même idéal, sauf qu'ils le font de façon différente. Les uns le font, ce que disait Jacques Tuillier, dans l'abondance. Ils veulent restituer cette abondance de la nature, c'est le cas de Rubens, et d'autres le font en suivant une idée, hein, en stylisant cette nature, et c'est le cas de Poussin. Je trouve que cet article, hein, qui date pourtant, a mis les choses au point d'une façon définitive. Alors, le problème que pose donc Rubens, c'est le problème de sa situation. Et je rejoins là Jacques Foucard. J'étais tombé par hasard dans l'encyclopédie Universalis, tout simplement, que je n'étais pas allé consulter d'emblée, sur l'article de Jacques Foucard, qui est très très bien fait, et qui conclut son introduction d'une façon à laquelle j'adhère totalement, resterait, écrit-il, enfin à situer cet humaniste peintre comme le dernier grand de la Renaissance ou comme le premier baroque moderne, libérateur malgré lui de tous les individualismes picturaux qui suivirent, ou peut-être bien les deux à la fois. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important aussi dans l'historiographie, hein, c'est ce refus de trancher. Il n'y a pas un homme baroque qui s'est réveillé un beau matin, un peintre baroque qui s'est réveillé un beau matin en renonçant à toute la Renaissance, à tout ce qui s'était passé avant. Et justement, Rubens est caractéristique, comme beaucoup porte en lui, comme beaucoup de ses contemporains, hein, cette continuité avec une tradition. Françoise Graziani, en parlant de Marine, justement, l'a montré. Et je sais que pour Françoise Graziani, la fin de l'humanisme, finalement, c'est Vico. On va très loin, vous voyez, hein, dans la chronologie. Bien. Alors, Rubens, donc, a été également abordé par beaucoup de contemporains, et je me suis fondé parmi les amateurs de Rubens sur le savant Johann Winckelmann, hein, qui a écrit qui a publié en 1755 des réflexions sur l'imitation des artistes grecs en sculpture et en peinture. Je cite, « Le célèbre Rubens, dont le génie hardi ne pouvait pas se renfermer dans le cercle étroit des fables païennes et des légendes du christianisme, osa s'élever jusqu'à la région sublime de l'allégorie et fit des plus grands progrès vers ce genre de perfection que les autres peintres modernes. » J'ai choisi ce texte, évidemment, puisque c'est exactement la question qui se pose à moi et que je voudrais poser aujourd'hui, la question du rapport, de l'emploi du mythe dans l'allégorie chez Rubens. Et Winckelmann, dans un autre ouvrage, d'ailleurs, qui est moins connu, qui s'intitule de l'allégorie, et il a même ensuite écrit un autre texte qui reprend les mêmes idées, éclaircissement sur un écrit intitulé « Réflexion sur l'imitation des artistes grecs dans la peinture et la sculpture ». Bien, Winckelmann remarque à nouveau dans ces deux textes, et là je cite les éclaircissements, que dans l'Antiquité, chaque représentation de l'histoire d'un dieu ou d'une déesse dans le temple qui lui était consacré devait en même temps être regardée comme un emblème, toute la mythologie n'étant qu'une série d'allégories. Hein, c'est cette lecture de la mythologie comme une allégorie, comme une série d'allégories en elle-même, qui est extrêmement intéressante. Il ajoute « Les dieux d'Homère, dit un ancien, sont des idées sensibles et palpables des différentes puissances de la nature. Ce sont des ombres et des voiles sous lesquels sont cachées les intentions sublimes. » On est encore dans le noyau et l'écorce, hein, les ombres et les voiles qu'il faut lever pour comprendre le sens profond des mythes. Après cette entrée en matière plus théorique, je vous propose une deuxième façon d'aborder cette question de mythe et allégorie chez Rubens à partir d'un tableau, le tableau que vous voyez là. C'est
c'est un cas rare de commentaires peints de l'œuvre d'un artiste par un autre artiste. J'avouerai que c'est le seul que je connaisse si l'on exclut les représentations de Saint-Luc peignant la Vierge. Et je pense que peut-être Luca Giordano, puisque Luca Giordano est l'auteur de ce tableau, qui représente Rubens en train de peindre l'allégorie de la paix, un tableau qui a été peint donc en 1660 et qui se trouve à Madrid au Prado, a voulu aussi faire hommage à Rubens et a pensé à cette analogie avec Saint-Luc peignant la Vierge. Ce tableau est extrêmement étrange. Rubens est présenté assis à votre gauche, noblement vêtu. Alors, il faut que je... Donc, voilà Rubens. Bon, le portrait reprend effectivement un autoportrait célèbre. Il est noblement vêtu tout simplement parce que Rubens, comme vous le savez, fut diplomate. Il porte d'ailleurs la chaîne d'or que lui a offert le roi. Et Rubens utilisa aussi son pinceau pour défendre la paix. Il semble assis sur une furie qu'il domine et il est tourné vers le spectateur à qui il montre une figure qu'il peint, une allégorie de la paix. L'art peut aussi contribuer à la paix. Et voilà donc cette allégorie de la paix que Rubens est en train de représenter. Donc, Rubens est entouré d'une série de figures, toutes empruntées à des allégories qu'il a peintes. Luca Giordano met ici en scène l'invention de Rubens d'une façon tout à fait étonnante et invite le spectateur à réfléchir sur la vie des allégories rubéniennes, ainsi que sur l'imagination qui les a conçues. Ça aurait pu faire aussi un beau sujet, l'imagination baroque. Eh bien, je crois que là, on a une mise en scène, justement, de l'imagination qui est unique, je le répète, dans la peinture. Et on voit donc autour de Rubens ces différentes figures sur lesquelles je vais revenir, et en particulier, donc, on aperçoit une allégorie de la guerre incarnée par Mars, qui est repoussée par Vénus, sa maîtresse, qui symbolise la paix et qui protège tout ce que la guerre détruit. Luca Giordano cite en effet divers éléments de Rubens, et en particulier un tableau, une allégorie qui se trouve de la paix, qui se trouve actuellement à la National Gallery, et dans laquelle Rubens a représenté, vous le voyez, des enfants et une panthère. Et bon, j'ai découpé les deux passages pour vous montrer la façon dont Luca Giordano cite à l'intérieur de son tableau donc la panthère et les enfants, avec des variations. Les enfants sont devenus des poutis beaucoup plus jeunes, mais la disposition s'est transformée, mais ce sont bien des citations. Toute la partie avant du tableau évoque, avec des... pourquoi ça ? Non, je peux pas. Ouais. Évoque à partir d'un certain nombre de symboles la paix. Donc au niveau inférieur se trouvent sur le sol des symboles de ce que détruit la guerre, le pouvoir politique, c'est le sceptre et le globe, la connaissance du commerce ou les connaissances scientifiques, l'astrolabe et la sphère armillaire, les traités de paix ou la littérature, il y a un manuscrit qui est roulé, les arts, on voit un masque, une statue, un luth aux cordes cassées, une partition de musique, un compas et une équerre, et enfin la gloire, la couronne de laurier, gît au sol. Les arts de la paix sont associés à Minerve, qui symbolise sans doute le bon gouvernement, et Cérès, qui symbolise l'abondance et qui domine la scène. On les voit au plus haut, on reconnaît facilement donc Athéna à son casque et Cérès à sa couronne de blé. À l'arrière, une fusillade violente a lieu. Le canon est tourné vers le fond de l'espace. La recherche de la paix en Europe fut, on le sait, une lutte constante de Rubens, ambassadeur.
Le peintre aussi milita, si j'ose dire, pour la paix dans son œuvre, et il le fit en se servant du langage allégorique, comme nous le dit ici Luca Giordano. Utiliser l'allégorie pour faire passer un message politique peut sembler paradoxal. Ainsi, le XVIIIe siècle français n'eut de cesse de critiquer l'allégorie, en particulier l'allégorie rubénienne, au nom de la clarté. L'abbé Dubos, en particulier, critique la galerie Médicis en ces termes. La composition purement allégorique ne devrait donc être mise en œuvre que dans une nécessité urgente et pour tirer le peintre d'un embarras dont il ne pourrait sortir par la route ordinaire. Il ne saurait entrer dans cette composition qu'un petit nombre de figures, et les figures ne sauraient être trop faciles à reconnaître. Si l'on ne l'entend pas aisément, on la laisse comme un vain galimatia. Il est des galimatia en peinture aussi bien qu'en poésie. Les personnes les mieux informées des particularités de la vie de Marie de Médicis, comme les plus savantes dans la mythologie et dans la science des emblèmes, ne conçoivent pas la moitié des pensées de Rubens. Peut-être même qu'elle ne devinerait pas le quart de ce qu'a voulu représenter ce peintre trop ingénieux, sans l'explication de ces tableaux qu'une tradition encore récente avait conservé quand M. de Félibien l'a mis par écrit et l'inséra dans ses entretiens sur les vies des peintres. Paradoxalement, je dirais que Rubens lui-même n'aurait peut-être pas désavoué ces lignes qui critiquent les allégories de la galerie Médicis. Donc je vais vous donner deux preuves de cette affirmation paradoxale. La première preuve, c'est un échange de lettres entre Rubens et Dupuy à propos du Porticus Medicea, donc la galerie Médicis, un long poème en latin d'un certain Claude Barthélemy Morisot, qui était un érudit conseiller référendaire du Parlement de Dijon. Et donc, Barthélemy Morisot avait fait parvenir à Rubens, par l'intermédiaire de son ami Dupuy, ce texte. Morisot prétendait éclaircir dans son poème les différentes allégories de la galerie Médicis. Et il avait vu dans l'allégorie de la ville de Lyon une image de Cybèle. Rubens lui avait fait remarquer cette erreur parmi d'autres. Soucieux de bien faire, Morisot pria Dupuy de demander au peintre de corriger l'ensemble du poème. Rubens de répondre qu'il ne pouvait satisfaire son désir car il ne retrouvait pas le mémoire qu'on lui avait envoyé pour réaliser le programme. Les allégories comportent en effet, écrit-il, des détails que, je cite Rubens, des détails que l'on ne peut saisir que difficilement à l'aide des conjectures et pour lesquels il faut les explications de l'auteur lui-même. Ces propos de Rubens sont évidemment à nuancer. D'abord, il a été très irrité. Rubens était un homme très généreux, mais avec quelque orgueil, et il a été très irrité que Morisot ait omis de mentionner son nom dans la première version du poème. Il n'y a pas de peintre de la galerie, il n'est pas très content, ce qui explique sans doute un peu son refus de répondre. Mais ces propos sont aussi, à maints égards, révélateurs du rapport du peintre à une commande dont il n'a pas conçu le programme. Rubens n'a pas conçu le programme de la galerie. Et c'est tout un groupe autour de Marie de Médicis et qu'il a conçu justement de façon à ce qu'il y ait deux niveaux de lecture et donc une autre lettre justement destinée cette fois à Peiresc et datée du 13 mai 1625, concerne le programme iconographique de la Galerie du Luxembourg. Rubens, à qui l'on a demandé à la dernière minute de substituer un tableau au départ de la Reine de Paris, tableau qu'on avait jugé trop choquant alors qu'on le lui avait commandé, regrette qu'on lui ait imposé dans un premier temps une iconographie qu'il n'avait pas choisie. Il écrit « Je crois que si l'on s'était fié entièrement à moi, les autres sujets seraient mieux passés, sans scandale ni murmure. » Et il évoque d'ailleurs, dans la même lettre, la visite du roi, à qui on a pu donner, je cite, « l'explication des sujets en changeant et dissimulant le vrai sens avec beaucoup d'artifice. » Il y a deux sens, deux niveaux de lecture, et c'est bien ce que dit Rubens pour la plus grande joie des historiens de l'art à qui on reproche très souvent d'interpréter. Eh bien, c'est une invitation à interpréter, à chercher le sens caché, qui est ici donné par Rubens. Et cela prouve non pas tant le manque de clarté des allégories, d'ailleurs, que leur savante polysémie. Au contraire, Rubens souligne la simplicité avec laquelle il a représenté
Donc, il a conçu un tableau, d'ailleurs, c'est un tour de force étonnant. Il conçoit le tableau, il le peint immédiatement pour l'accrochage. C'est avec une rapidité exceptionnelle. Et donc, c'est le tableau qui s'intitule La félicité de la Régence. Hein. Il écrit: j'en ai fait un tout nouveau qui représente la félicité de la Régence et l'état florissant du royaume de France, ainsi que le relèvement des sciences et des arts par la libéralité et la splendeur de sa majesté, qui est assise sur un trône brillant et qui tient en main une balance pour dire que sa prudence et sa droiture tiennent le monde en équilibre. La description est brève, tant il est vrai que tous les éléments du tableau contribuent à illustrer l'idée exposée. Derrière Marie, on reconnaît à ses attributs Athéna, qui la conseille sagement, à sa droite la France, fleur de lysée, et Saturne, qui apporte un nouvel âge d'or, à sa gauche Abondance avec sa corne et Prudence avec son serpent. Les arts renaissants sous la forme de joyeux putti, les monstres contraires au bon gouvernement, ignorance, médisance et envie sont précipités sous terre, en bas à droite du spectateur, et la renommée proclame au monde le bonheur de ce règne pacifique. Cet éloge de Marie se lit comme une sorte de rébus très simple. Conscient que le langage allégorique est par essence ambigu, puisque c'est une figure par laquelle nous disons une chose et nous en faisons comprendre une autre, pour reprendre la définition que donna Scaliger dans sa poétique, Rubens ne cessa de l'employer, même pour formuler les idées qui lui étaient les plus chères. Il le fit cependant en cherchant toujours à rendre compréhensible le sens de la scène représentée. Un des moyens les plus simples était l'emploi de figures mythologiques connues de tous, comme il le fait ici, ou du moins connues du public auquel il s'adressait. La série d'exemples qui vont suivre mettent en scène Mars, Vénus... Oh, excusez-moi... Ah non, c'est... Mars, Vénus... J'ai un petit problème avec mon iPad, décidément. Non, c'est pas ça. Donc Mars, Vénus et Minerve et Hercule, quelques personnifications et des figures humaines. Le premier exemple de peinture, celui que j'ai déjà montré d'ailleurs, a été probablement exécuté en Angleterre en 1629-1630 et il est intitulé donc Guerre et paix, où Minerve protège la paix contre Mars. Ce tableau donc illustre les espoirs de paix que nourrissait Rubens alors qu'il négociait avec l'Angleterre en tant que représentant de Philippe IV d'Espagne. Et Rubens, d'ailleurs, offrit le tableau à Charles Ier. Je précise que les négociations de Rubens aboutirent, qu'un traité fut conclu entre l'Espagne et l'Angleterre. La figure centrale représente la paix, Pax, en la personne de Cérès, déesse de la terre, qui offre ses biens au groupe de personnages du premier plan. Idée, également, c'est une idée extrêmement importante que l'on trouve chez tous les artistes du Nord de cette époque. Je vous rappelle que ce qui, pour le reste de l'Europe, une guerre de 30 ans est une guerre de 80 ans pour l'Europe du Nord, de 1560 à peu près jusqu'en 1648, puisque le conflit avec l'Espagne commence autour des années 1560. Et si vous avez vu l'exposition Jordaens récemment, on est frappé aussi dans les mythologies de Jordaens de voir cette présence de la paix. Même c'est une j'allais dire presque une obsession, c'est un désir perpétuel de tous les artistes des Pays-Bas du Nord et du Sud que de retrouver la paix. Et donc la paix est très souvent assimilée donc, à Cérès. Donc Cérès, déesse de la terre, offre ses biens à des personnages, un groupe de personnages du premier plan. Et il nourrit donc cet enfant, lequel enfant est identifié comme Plutus. Donc, à l'arrière, donc, on voit Minerve, déesse de la sagesse, qu'on reconnaît facilement donc, à nouveau à son casque, qui éloigne Mars, le dieu de la guerre, ainsi qu'Alecto, la fureur de la guerre cette fois. Donc ce motif de Mars chassé par
par Athéna ou par Hercule, d'ailleurs, revient très souvent. Je vous ai choisi donc cette esquisse qui se trouve à Anvers, qui représente, vous voyez, Athéna au centre, aidée d'Hercule avec sa massue repousser Mars, ou alors ce très beau dessin qui se trouve au musée du Louvre et qui reprend absolument le même thème. Bien. Ainsi, protégés, protégés donc par Athéna, les autres figures du tableau peuvent s'épanouir. On voit un Cupidon ailé et la déesse du mariage Hymen conduire des enfants, qui sont le fruit du mariage, vers une corne d'abondance. La fertilité est encore présente en la personne d'un satyre et d'un léopard, l'un et l'autre faisant partie du cortège de Bacchus, autre dieu de la fertilité. Deux nymphes ou des ménades approchent, venant de la gauche, les unes apportent les richesses, les autres dansent au son d'un tambourin, et un pout tient une couronne d'olivier, symbole de paix, et le caducée de Minerve, messager des dieux, et Dieu associé au traité de paix. Tout célèbre ici clairement les bienfaits de la paix. Et cette allégorie, donc c'est une question que j'avais posée autrefois en travaillant sur l'allégorie de la paix lors du colloque 1648 qui avait lieu à Paris. Et effectivement, il est très difficile pour une allégorie de dénoter un événement précis. Ça, c'est un fait. S'il n'y a pas une inscription à l'intérieur de l'allégorie, elle ne peut pas indiquer un événement précis. En revanche, on remarque donc que les trois enfants qui se trouvent donc à droite du tableau, on sait que ce sont les enfants de Sir Balthazar Gerbier, qui était un ami de Rubens, un peintre diplomate au service de Charles Ier. Et c'est leur présence qui permet dans l'instant d'actualiser finalement cette allégorie. Bien. Le couple de Mars et Vénus est mis en scène dans plusieurs autres allégories. Juste après son retour d'Italie, Rubens peignit, en collaboration avec son ami Jan Bruegel, l'Ancien, un tableau intitulé « Les forges de Vulcain ou le retour de guerre ». Dans la forge de Vulcain, donc, on voit Vénus se blottir dans les bras de son amant Mars, qui oublie ses exploits militaires. Vénus enlève son casque à Mars, tandis que des poutis expiègles jouent avec son épée et son bouclier. Plus qu'un triomphe de l'amour, à la manière de Titien que connaît également Rubens. Et voici donc un Mars et Vénus de Rubens qui suit tout à fait la tradition mise en œuvre par Titien. Le sujet de Vénus désarmant son amant Mars était compris en Europe du Nord comme une allégorie de la paix. Peter Paul Rubens et Jan Bruegel soulignent cependant la fragilité de cette paix. C'est l'interprétation qu'on a habituellement. Donc, certes, Mars et Vénus connaissent un moment d'intimité, mais à l'arrière, on remarque effectivement que les forges de Vulcain continuent leur fabrique. À moins que, et je pense que l'ambiguïté est voulue, l'amas d'armes qui gisent au sol à gauche ne soit destiné à devenir des outils pacifiques, comme le montre cette allégorie donc tirée d'une estampe de Vierix d'après Floris. C'est un tableau qui se trouve au musée de Lille qui est un petit peu compliqué. On pense en fait que c'est une copie d'une estampe, et dans laquelle on voit effectivement qu'avec le temps, les armes que vous avez à votre gauche seront transformées en outils de paix, en charrues, et que la paix reviendra. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, je pense, dans le tableau de Rubens, et peut-être évoque-t-il aussi cette possibilité. La paix et la guerre sont incarnées par Mars et Vénus, donc dans une longue tradition que suit Rubens, et il serait faux, en revanche, de prétendre que Rubens est pacifiste au sens moderne du terme. C'est un homme qui chérit la paix, mais il sait aussi que la guerre parfois est inéluctable. Il est tout à fait dans la tradition renaissante d'ailleurs, c'est ce que dit aussi Rabelais.
Mais la guerre ne doit pas être un déchaînement terrible, ce déchaînement terrible que suscite Mars, toujours représenté comme un grossier soudard. Un seul cas fait exception à cette représentation de Mars en soudard, hein, c'est ce tableau Mars, Vénus et Cupidon de la Dulwich College Picture Gallery, qui a été peint en 1630, époque d'ailleurs où les succès diplomatiques de Rubens sont nombreux, ce qui pourrait justifier cet optimisme. Mars, jeune et séduisant, regarde attendri Vénus en train de nourrir Cupidon. Et on a l'impression de voir un couple heureux, tout simplement, Vénus blanche et tendre, de nourrir son enfant devant le dieu de la guerre. Néanmoins, Mars est placé devant un rideau rouge sang, qui évoque malgré tout la possibilité de la guerre. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans ce tableau qui se trouve à Gênes, celui-là, et qui représente donc à nouveau Mars, Vénus, Bacchus, Amour. Et je ne lis pas tout le titre parce que c'est pas ce qu'on voit depuis le début, hein, donc il se trouve à la Galleria du Palazzo Bianco à Gênes, et qui montre dans un premier temps, donc le spectateur voit d'abord Mars et Vénus enlacés, accompagnés de Bacchus, le dieu du vin. Il s'apprête à boire le vin d'une grosse flasque que porte Vénus, et Cupidon désarme le dieu de la guerre. Les figures centrales, à l'incarnat lumineux, aux vêtements richement colorés, disent la joie de la fête et de la paix. Cependant, dans un deuxième temps, le regard attentif du spectateur découvre qu'une furie est tapie dans l'ombre au fond du tableau, prête à entraîner Mars. Deux particularités, je l'ai agrandi, oui, c'est un peu pixelisé, mais on voit mieux la furie sur cet agrandissement de ce détail. Mais donc, deux particularités soulignent l'actualité de la scène. Vénus et Mars portent des vêtements contemporains et d'autre part, surtout, Mars a le visage d'un membre de la famille Van den Wingerd, qui avait été portraituré par Rubens. C'est là encore une façon d'actualiser cette question donc, de l'allégorie. Fidèle à la tradition de la Renaissance, Rubens donne ainsi à la fable mythologique une fonction allégorique. On sait que la lecture des différents sens de la fable était une pratique courante depuis l'Antiquité, pratique d'ailleurs qui avait été renouvelée par la lecture tropologique chrétienne. Loin d'être un ornement obscur, l'allégorie tente à éclaircir la narration et à lui donner une valeur universelle. Les significations abstraites sont incarnées par les personnages et rendues vivantes par une action dramatique. Sens et action sont combinés pour faire des allégories lisibles. À la fin d'une vie consacrée à la défense de la paix, alors qu'il veut montrer l'horreur des guerres qui ravagent l'Europe et affirmer son désir de paix, Rubens choisit de dire ces horreurs à nouveau avec une allégorie. L'allégorie des conséquences de la guerre, le tableau est achevé en 1638, et ce tableau qui se trouve au Palazzo Pitti, c'est un très grand format, et l'aboutissement donc d'une longue série d'œuvres consacrées à la défense de la paix, dans laquelle il utilise un vocabulaire emprunté à la mythologie et à la symbolique fixée par Ripa en particulier. La recherche de la clarté, là aussi, est première, et plusieurs lettres que Rubens a écrites contiennent des éléments qui éclairent sa démarche créatrice et montrent cette recherche de clarté. Rubens a en effet apparemment choisi seul de traiter ce sujet. Le tableau est mal documenté. On sait seulement qu'un confrère de Rubens, Justus Sustermann, doit l'offrir au duc de Médicis, ou le vendre au duc de Médicis, on ne sait pas très bien, mais le porter au duc de Médicis en tout cas. Rubens, dans une lettre datée du 12 mars 1638, explique longuement à Sustermann la scène représentée en soulignant la clarté de son invention. Je donne ici la traduction de Roses et Ruelens en la corrigeant, en la modifiant légèrement. Quant au sujet...
Oui, alors là, il est resté bon. Alors le début est le suivant. Quant au sujet de la peinture, il est très clair, de sorte que, avec le peu que j'ai écrit à votre seigneurie, dès le début, le reste se déclarera à l'œil judicieux de votre seigneurie, peut-être mieux que par mon récit. Cependant, pour obéir à votre seigneurie, je l'expliquerai en quelques mots. La principale figure est Mars, qui, quittant le temple de Janus ouvert en temps de paix, selon les coutumes romaines, il était fermé, avec son bouclier et son épée sanglante, menace les peuples d'une grande ruine et se soucie peu de sa dame Vénus, qui, accompagnée de ses amours et de Cupidon, s'efforce de le retenir par ses caresses et ses embrassements. De l'autre côté, Mars est tiré par la furie Alecto, sa torche à la main. Les monstres à côté signifient la peste et la famille, compagnes inséparables de la guerre. Sur le sol gît une femme, le dos tourné, avec un luth brisé qui dénote l'harmonie, laquelle est incompatible avec la discorde de la guerre. De même encore, une mère avec son enfant dans ses bras, montrant que la guerre qui corrompt et détruit tout se met en travers de la fécondité, de la génération et de la charité. Il y a de plus un architecte renversé, ses outils en main, pour dire que ce qu'on fabrique en temps de paix pour la commodité et l'ornement de la cité part en ruine, jeté à terre par la violence des armes. Je crois, si je me souviens bien, que votre seigneurie trouvera encore sur le sol, sous les pieds de Mars, un livre et un dessin sur une feuille pour en déduire qu'il foule les belles lettres et autres choses plaisantes. Il doit y avoir encore un faisceau de fléchettes ou flèches avec le lacet qui les serrait ensemble, dénué dans le piège. C'était, quand elles étaient unies, l'emblème de la concorde, comme encore le caducée et l'olivier, symbole de la paix que j'ai peint au sol à côté. Cette matrone triste, vêtue de noir et portant les voiles en lambeaux, privée de ses bijoux et de tous ses ornements, est la malheureuse Europe qui, depuis tant d'années, subit vol, outrage et misère, si dangereux pour tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de les spécifier. Son attribut est ce globe, soutenu par un petit ange ou génie, avec la croix sur le dessus qui dénote le monde chrétien. Alors, il aurait fallu que je lise ce texte en italien, mais mon accent n'est pas... J'aurais dû demander à Carlos là de le lire en italien peut-être. C'est parce que Rubens a écrit cette lettre en italien. Et j'ai lu le texte entier parce que je trouve que c'est un très beau texte qui montre aussi la façon dont Rubens écrit, décrit son indignation, décrit sa peine. Et c'est vraiment un texte qui fait écho donc à ce tableau que je vais reprendre un peu en détail, bien évidemment, car il est très important. Donc l'invention ici se donne sous forme d'une narration mythologique qui a valeur d'allégorie. Vénus, que vous voyez nue, aidée d'amour et de Cupidon, tente de retenir Mars, le dieu de la guerre, au centre du tableau, qu'entraîne la furie Alecto sur la droite. Les gestes de Vénus qui tentent de retenir Mars de la furie qui le tire informent la composition en créant une série de grandes obliques savamment désordonnées qui déstabilisent à dessein l'ensemble et tentent à rendre l'impression de furie. Le triomphe du mal est mis en évidence puisque ces obliques penchent toutes vers Alecto et indiquent que déjà elle l'emporte sur la faible amoureuse. Le geste s'associe intimement à la composition et contribue, au-delà des symboles, à donner l'impression d'extrême violence voulue par Rubens. Cette scène est explicitée par le contexte, le décor. L'action donc se passe devant le temple de Janus dont les portes ouvertes indiquent que la guerre fait rage, et au loin, entre les jambes de Mars, on le voit assez bien sur ce cliché, mais dans un premier temps, on ne le voit pas, on voit donc une scène de bataille en train de se dérouler. La narration procède de l'association d'éléments réels, une mère et son enfant, un architecte à terre, de divinité, Mars, Vénus et Cupidon, de personnification, l'Europe qui est figurée sous les traits d'une femme en deuil et désespérée, de symboles, l'olivier et le caducée, emblème de la concorde et de la paix, qui sont piétinés. Enfin, le rapport des personnages aux objets est éloquent. Mars piétine un livre et des dessins, car ni les hommes ni les arts ne peuvent prospérer en temps de guerre. Il détruit tout.
Rubens met donc en œuvre un langage allégorique et poétique capable de parler très simplement de sujets contemporains. Ici, les personnages mythologiques sont aisément reconnaissables par la série qu'ils composent. Le vêtement moderne qu'ils portent, la présence de l'Europe dont l'identité est précisée par un attribut, le globe surmonté d'un crucifix, et elle est vêtue de deuil, explicite le sens du tableau. D'ailleurs, l'allégorie de la... Ah oui, j'avais... Non, oui, l'allégorie donc de la guerre de 1628 ne se composait que de figures empruntées à la réalité. Ce qui pose aussi, le tableau est intitulé « Les allégories de la guerre », et on peut se demander en quoi c'est une allégorie et pas une scène de bataille, justement. Mais c'est la présence de cette figure dénudée et triste, c'est la paix attristée, justement, juste devant le spectateur, qui permet, donc, qui explique qu'on ait appelé traditionnellement ce tableau allégorie de la paix. Ce n'est pas une bataille, de la guerre, pardon. Ce n'est pas une bataille, c'est la guerre en général. Il y a une amplification, finalement, qui se produit du fait de cette figure. Bien. L'Europe moderne et chrétienne est déchirée par les guerres, alors même qu'elle devrait s'unir pour lutter contre les infidèles. Bien longtemps auparavant, Philippe Rubens avait rédigé sur ce thème un discours où il affirmait en ces termes qu'il fallait trouver une solution de paix. Plutôt que de se déchirer, les nations chrétiennes devraient chasser les musulmans. On remarquera, on peut mettre en rapport cette allégorie, je crois que ça n'a jamais été fait. Je dis toujours je crois quand je parle de bibliographie de Rubens, parce que comme il y a une bibliographie absolument énorme, qui paraît quasiment un article par jour, on n'est jamais sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose d'important. C'est un des gros problèmes de Rubens aussi. Donc, un tableau, enfin, je ne crois pas qu'on ait mis en rapport cette allégorie avec un tableau qui se trouve, qui est peu connu, qui se trouve au musée Fabre à Montpellier, qui s'intitule « L'allégorie de l'Autriche catholique attaquée par les protestants ». On ignore la destination de cette esquisse qu'on date de 21-22, bon, c'est une datation qu'on pourrait discuter, période où Rubens commence la galerie Médicis, et dans laquelle, effectivement, il met en œuvre donc, des représentations allégoriques de faits historiques, comme dans cette esquisse. Le sujet est longtemps resté obscur, mais il a été éclairci, ainsi qu'en atteste donc ma source, ce qui est la notice du catalogue du musée de Montpellier où se trouve ce tableau. Donc ce tableau représente l'attaque de l'Autriche catholique par les troupes protestantes de Gabor Bethlen, prince de Transylvanie, et d'Henri Mathias von Thurn de Bohême. L'Autriche, et on le sait, puisqu'on a des portraits de ces personnages, voilà Gabriel Bethlen d'un côté et de l'autre Mathias von Thurn de Bohême. Voilà. Et parmi les deux personnages apparaissent à droite, et parmi les soldats, on voit à gauche un mort enrubanné. En effet, ce mort enrubanné rappelle l'alliance de Gabor avec les Turcs. Au plus haut, on voit des anges, effectivement, qui exhortent l'Autriche à la patience et lui annoncent la future victoire. On voit donc là à quel point Rubens est concerné par la politique internationale. Non seulement, bon, il a un certain nombre d'ambassades en Espagne et en Angleterre, mais là, il s'agit de problèmes qui touchent l'Autriche, donc, et la correspondance en témoigne. Rubens relate ces événements dans sa correspondance. Il me semble donc que les deux tableaux, le tableau Les conséquences de la guerre et ce tableau sont à mettre en rapport, cet appel à la chrétienté, les protestants étant unis aux catholiques pour lutter contre les infidèles, est extrêmement important. Et ce tableau montre ce scandale finalement pour Rubens qu'un prince protestant ait pu s'allier à des infidèles. Bien.
donc pour le coup, du fait à nouveau des portraits, c'était toujours cette question effectivement de la, comment dirais-je, de l'actualisation des allégories, hein, puisque bon, c'est bien une allégorie, puisque l'Autriche est représentée, je ne l'ai même pas dit au début, puisque vous l'avez tout de suite vu, bien sûr, par une femme, hein, qui est assise sur un globe, hein, donc c'est bien cette Autriche qui est représentée, cette Autriche victime de ces attaques, hein. On voit donc que, à nouveau, l'allégorie est actualisée donc par des portraits, les portraits de ce prince et de cet aventurier. Gabor Bethlen est un personnage assez étonnant, et qui veulent détruire justement le Saint-Empire romain germanique et l'Autriche en particulier. Bien. Alors, oui, je vais conclure parce que je crois qu'il faut qu'il y ait des questions. Donc, on a encore un peu de temps. Voilà. Donc, là, bon. Donc, un dernier exemple pour vous montrer la simplification de ce langage, la simplicité, pardon, de ce langage allégorique, avec un autre exemple qui est lié aussi à la paix, hein, que j'emprunte donc à l'entrée du cardinal Infant, hein, c'est là un des arcs de triomphe qui ont été élaborés pour la joyeuse entrée du cardinal Infant Ferdinand d'Autriche, frère cadet de Philippe IV à Anvers en avril 1635, et qui est commenté d'ailleurs par dans un grand ouvrage qui s'appelle La Pompa Introitus, la pompe de l'entrée, hein, rédigé par un ami érudit de Rubens qui s'appelle Gevartius. C'est Rubens qui avait conçu, hein, cette joyeuse entrée. Et là encore, c'est un point très important. Donc, effectivement, pour l'homme baroque, les joyeuses entrées sont un des grands moments de la vie de la cité. Et donc Rubens a conçu cette joyeuse entrée. Il avait déjà conçu une entrée auparavant, celle du cardinal Infant et de l'infante Isabelle. Hein, à l'époque, il était encore un élève, enfin, il travaillait encore dans l'atelier d'Otto van Ven, son maître. Là, j'ai pris cet exemple justement pour montrer à quel point, finalement, pour un spectacle populaire, pour une liesse populaire, malgré tout, on emploie également on montre des scènes allégoriques. Alors, bien évidemment, tout un chacun ne connaît pas les histoires et les symboles, mais il y a aussi, c'est un point, là aussi un point sur lequel Françoise Graziani insiste très souvent et qui est tout à fait judicieux. Hein, il y a un discours, il y a une oralité. Les gens commentent les scènes qu'ils voient. Et là, il s'agit de représenter, bon, c'est un phénomène lié justement à l'état de guerre dans lequel se trouvent encore les Flandres. On voit représenter donc dans cet arc Mercure quittant Anvers, parce que alors cela se lit très facilement, vous voyez Mercure au milieu de l'arc central, à gauche vous voyez endormi un fleuve, on reconnaît le fleuve, donc c'est l'Escaut bien évidemment, à la couronne qu'il porte sur la tête, et vous voyez que ses pieds sont enchaînés. Et à droite, donc, on voit donc la ville d'Anvers qui est représentée avec une couronne qui ressemble à des murailles en fin de compte, hein, et à sa droite, hein, se tient est représentée également une ancre de marine derrière laquelle dort aussi un marin, tout simplement parce que l'Escaut, par la trêve, lors de la trêve, a été fermé. C'est-à-dire qu'Anvers n'a plus d'accès à la mer. Et bon, j'ai pris cet exemple, et donc le commerce périclite, et on voit, hein, à droite, une famille, hein, qui voudrait pouvoir nourrir ses enfants. Bon, tout un récit qui se fait, et l'abondance aussi à gauche qui est en train de s'enfuir. Elle vide la corne dans son tablier, et on a le sentiment qu'elle va partir. Ces allégories, finalement, se lisent comme des sortes de rébus, en fin de compte. Et là, je renvoie toujours, traditionnellement,
à l'admirable livre qu'ont publié jadis, mais il est difficilement, on a du mal à le trouver maintenant, Jean Séard et le regretté Jean-Claude Margolin, qui s'appelle Le Rébus et la Renaissance. Il y a 2 volumes. Bon, un volume, c'est des rébus, bon, très intéressant d'ailleurs, mais bon, c'est des vrais rébus. Et la première partie, justement, sur le rébus, enfin, une histoire du rébus et la Renaissance, et montre, nous permet d'entrer dans un mode de pensée tout à fait intéressant, montre comment la pensée s'organise à partir d'images, à partir d'objets, et tout fait sens en fin de compte. Je pense que c'est aussi une caractéristique de la Renaissance qui perdure à l'époque baroque. Il y a tout vit, tout a un sens, enfin, c'est absolument certain. Et la production poétique, aussi bien que la production picturale, justement, est fondée sur cette idée que le spectateur, le lecteur, doit décrypter, doit comprendre ce qu'il voit ou ce qu'il lit, un petit peu à la façon dont on reconstruit le sens à partir des éléments d'un rébus. Et c'est ce que les artistes comme Rubens, justement, fonctionnent de cette façon. Ils savent très bien les attentes des spectateurs. Et Rubens, là, a construit, et c'est valable aussi pour un deuxième arc que je vais vous montrer également, qui est très très beau. C'est un tableau qu'on appelle le Quosego, tout simplement. Ce Quosego représente Neptune en train d'apaiser la tempête, et donc ce tableau s'appelle Quosego parce que c'est le début d'un vers de l'Énéide de Virgile, dans le récit de la tempête. Neptune voit ce pauvre aîné ballotté par les flots et arrive menaçant et crie Quosego, vous que... Moi que, bon, c'est un point de suspension, c'est pour ça qu'on est Quosego. Moi, je vais vous tuer, moi, je vais vous punir. Enfin, le mot n'est pas dit, mais donc Rubens reprend cette histoire de l'Énéide, tout simplement parce que lorsque le nouveau gouverneur de Flandre vient, il y a eu une tempête près de Gênes, justement, et il a failli périr, et il a été sauvé. Et lorsqu'il accueille donc le Ferdinand d'Autriche, Rubens reprend donc cette histoire, reprend cette thématique à Virgile, et en fait, donc, alors ça, il y a un modello, un tableau abîmé qui se trouve à Dresde, et enfin voilà, donc l'arc sur lequel se trouvait le Quosego, vous voyez, c'est l'arc d'accueil le premier arc sous lequel est passé donc Ferdinand, et sur la partie gauche, vous reconnaissez le geste de Neptune, parce que tous ces tableaux étaient transposés sur des toiles, c'était des grandes toiles peintes qui étaient tendues justement pour orner les différents arcs. Et là, on voit représenter le Quosego. Et là encore, il y a la source, donc, la source est inspirée de Virgile, avec une modification d'ailleurs qui est étonnante, puisque Rubens, chez Virgile, Neptune tient dans son bras gauche un trident pour menacer. Chez Rubens, il suffit à Neptune d'étendre son bras pour apaiser les flots. C'est un geste qui rapproche, un des rares cas d'ailleurs, où l'on peut parler d'un sublime longinien, d'un sublime qui n'est pas dans l'abondance chez Rubens, puisqu'il supprime l'attribut et que le bras seul va suffire. Bien. Donc pour conclure, je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui me semblent importants. C'est d'abord de constater un renouvellement de l'allégorie, renouvellement de l'allégorie qui va dans le sens d'une plus grande clarté, mais qui conserve malgré tout les deux éléments de l'allégorie. Un sens premier, on a une narration, effectivement, le retour de guerre de Mars et Vénus, mais en même temps, un sens second, un appel, un rêve de paix que Rubens exprime très fortement dans cet ensemble que je vous ai montré. Bon, en même temps, on a...
une des conséquences peut-être de cette clarification, si j'ose dire, de cette clarification de l'allégorie va être le développement, enfin une perte du goût pour l'allégorie. Hein, j'ai mentionné le texte de Dubos en particulier. Hein, le spectateur de la fin du XVIIe ne veut plus faire d'efforts pour lire, pour comprendre, hein, traite d'énigmes toute allégorie qu'il ne comprend pas. Et petit à petit, l'allégorie va tomber en désuétude, en fin de compte, et va être transformée et là, il y a aussi un problème de vocabulaire extrêmement important. On va confondre allégorie et personnification, finalement, pour la bonne raison. Là, j'ai fait une petite étude dans le noyau d'écorce, justement, j'ai cherché le mot personnification. Le mot personnification n'existe pas avant la fin du XVIIe siècle dans aucune langue européenne. Il est de la fin du XVIIe. Et donc, on appelle allégorie même ce qui est personnification. Or, allégorie et personnification, c'est très différent. Dans l'allégorie, effectivement, il y a un sens premier et un sens caché, le noyau et l'écorce. La personnification, elle, est monosémique. Une personnification, c'est une dame avec une balance devant les yeux bandés et puis d'autres éléments possibles, devant un bâtiment, et vous savez que c'est la justice et que vous êtes devant un tribunal, c'est certain. Et il n'y a pas deux sens. Hein. La justice, c'est la justice, c'est pas autre chose à la fois. C'est la grande différence entre personnification et allégorie, mais il y a eu cette confusion de sens qui est née du fait que le mot allégorie, donc je le répète, n'apparaît qu'à la fin du XVIIe siècle. C'est l'explication que je trouve à cette confusion. Et donc, de surcroît, le XVIIIe siècle va produire effectivement une grande quantité de personnification, mais ne va plus du tout s'intéresser à l'allégorie, hein, qui ennuie, c'est un changement de goût. Le deuxième élément, c'est ce changement de goût également vient aussi du fait effectivement d'un rapport à la mythologie qui se transforme. La mythologie est beaucoup moins vivante au XVIIIe siècle, elle est très souvent affadie. Hein, j'ai trouvé un petit volume, La mythologie pour les jeunes filles, qui est publié à Brest au XVIIIe siècle, et c'est vraiment très édifiant. C'est-à-dire que il y a tout le sens, tout ce que l'Antiquité, tout ce que la Renaissance, tout ce que les contemporains de Rubens voyaient dans les fables, ça devient des leçons de morale, très souvent, des leçons de morale très très simples. Et donc, il n'y a plus cette richesse de la mythologie antique, me semble-t-il. On a d'autres goûts au XVIIIe siècle. Et enfin, le dernier élément, la clarté, justement, et ça c'est un point très important chez Rubens, la clarté naît de la narration. Il y a un aspect très rhétorique dans la peinture de Rubens, et donc ces figures mises en scène dans un récit, dans une histoire tout simplement, permettent au spectateur de comprendre ce dont il ressort et de l'interpréter d'une façon très simple et très claire. Je vous remercie.